Un dispositif antique, comparable à un ordinateur, est resté immergé et inerte durant des millénaires. Lorsqu'il fut exhumé au début du XXe siècle, on le prit à tort pour un insignifiant assemblage de bois et de métal. Ce n'est qu'après une analyse rigoureuse que la machine denticitaire ébranla notre vision des anciens Grecs, ainsi que celle de leur compréhension du ciel. Peut-on véritablement parler d'un ordinateur? Tout dépend de la définition que vous en donnez. L'on sait que le premier appareil mécanique de ce genre fut conçu en 1822, avec pour seule fonction d'assister dans des calculs élémentaires. Le mécanisme denticitaire, quant à lui, ne dispose ni d'écran ni de clavier. Il se compose de 3 fragments de bronze finement travaillés, des engrenages, semblables à ceux d'une horloge, et un anneau gradué rappelant un rapporteur. Aucun autre objet comparable ne remonte à une époque aussi reculée. Ce n'est qu'après l'invention des rayons X que les chercheurs purent commencer à percer les secrets de cet artefact. Ils découvrirent bientôt que le mécanisme denticitaire servait sans doute à observer la trajectoire des astres. Son fonctionnement reposait sur un réseau complexe de petits engrenages, dissimulés dans un coffret de bois. Non pas pour mesurer l'heure, mais pour anticiper les phénomènes célestes. Il offrait à son utilisateur une vision inédite de la position du Soleil, de la Lune et des planètes à un moment donné. L'actionnement d'un bouton suffisait à le mettre en marche, révélant la danse des corps célestes. L'un des aspects les plus énigmatiques de cet objet est la présence de ces curieux pointeurs planétaires. Aujourd'hui, il est admis que les mouvements des planètes s'expliquent par leur orbite autour du Soleil. Or, certains soutiennent que les astronomes grecs de l'époque n'auraient pas atteint un tel degré de connaissance. Quelques penseurs de la Grèce antique avaient bien formulé l'hypothèse d'un Soleil occupant le centre de l'univers connu. Toutefois, cette idée resta marginale. Et pour cause, si la Terre tourne sur elle-même tout en gravitant autour du Soleil, pourquoi n'en ressentons-nous aucun mouvement? Il est possible que certaines pièces du mécanisme denticitaire reposent encore au fond des eaux, et que d'autres aient disparu à jamais. Dès lors, la finalité de cet instrument pourrait demeurer à jamais hors de notre portée. La version officielle concernant la première pile, elle aurait été inventée aux alentours du XIXe siècle. Ce dispositif reposait sur une alternance de disques de cuivre et de zinc, séparés par un morceau de tissu, le tout plongé dans un composé chimique permettant la conduction électrique. Pourtant, certains archéologues affirment avoir exhumé une pile 10 fois plus ancienne, connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Il se pourrait donc que les prémices de cette technologie aient discrètement traversé les âges sous nos yeux. De prime abord, la pile de Bagdad pourrait aisément passer pour un simple pot d'argile. Ce qui la distingue, ce sont ses composants. Un agencement d'éléments insolites enchâssés les uns dans les autres. En son sein se trouvait un cylindre de cuivre entourant une tige de fer, laquelle aurait traversé le couvercle du vase. L'artiste archéologue à l'origine de cette découverte singulière n'a jamais rédigé de rapport détaillé sur le contexte, le lieu ou les circonstances exactes de sa trouvaille. Toutefois, la théorie la plus répandue voudrait que cet objet ait été mis au jour dans la région de l'actuel Bagdad, en Irak. Un autre point sur lequel la plupart des experts s'entendent, cette batterie remonterait à l'ancienne cité de Ctésiphon. Son âge demeure néanmoins incertain. Certains estiment qu'elle date de plus de 2 millénaires, d'autres lui attribuent une ancienneté d'à peine 14 siècles. Même selon cette estimation la plus récente, elle précède de loin l'invention officielle de la pile électrique, qui ne remonte qu'à quelques centaines d'années. En l'absence de toute archive traitant de l'artefact, il est possible que nous ne découvrions jamais sa fonction. Mais alors, d'où vient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une pile? Cette interprétation repose sur la présence de 2 métaux, au potentiel électrochimique distinct, un principe fondamental dans le fonctionnement des batteries. On a également relevé des indices suggérant que ce récipient contenait autrefois une solution ionique, agissant comme électrolyte, l'élément essentiel au transport du courant électrique dans toute pile. L'analyse des traces de corrosion sur le pot suggère qu'il aurait pu renfermer un liquide proche du vinaigre. Même en admettant qu'il s'agisse bien d'une pile archaïque, elle n'aurait produit qu'un faible courant, 1 volt tout au plus. Les civilisations anciennes ne disposaient ni de téléviseurs, ni d'appareils ménagers, alors pourquoi auraient-elles eu besoin de batteries? De nombreuses théories ont vu le jour. À travers les âges, diverses cultures ont expérimenté les propriétés curatives de l'électricité. Les Grecs, par exemple, apaisaient certaines douleurs en posant des anguilles électriques sur leurs pieds. Une autre hypothèse fascinante avance que ces piles auraient été dissimulées dans des statues afin d'y provoquer un léger bourdonnement, conférant ainsi une aura mystique au rituel spirituel.
Certains suggèrent également que ce dispositif aurait servi au plaquage de métaux, notamment pour dorer des objets, une technique courante chez les bijoutiers d'autrefois. Et s'il ne s'agissait pas d'un générateur d'électricité, peut-être n'était-ce qu'un contenant destiné à protéger des parchemins. Dans ce cas, la tige de fer aurait joué le rôle d'axe, autour duquel on aurait enroulé le manuscrit avant de l'introduire dans le cylindre de cuivre. Dans d'autres régions du globe, c'est une modeste pièce de monnaie qui semble avoir défié les lois du temps. En 1957, un archéologue amateur fit une découverte intrigante dans le Maine états-unien. Un fragment métallique qu'il prit d'abord pour une banale pièce anglaise du XIe siècle. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1978, qu'un magazine local décida de publier un article à son sujet, intitulé « Les Anglais ont-ils été les premiers à découvrir l'Amérique ?» Un expert londonien en numismatique, après un simple coup d'œil, comprit que la pièce n'avait rien d'anglais. Il s'agissait, selon lui, d'un penny scandinave datant de la fin du XIe siècle. Mais comment une monnaie viking aurait-elle pu aboutir dans le Maine? Un spécialiste norvégien, venu examiner la pièce de près au musée d'État du Maine, confirma son authenticité. Le mystère reste entier quant à la façon dont elle y est parvenue. Certains pensent qu'elle aurait circulé de main en main au gré des routes commerciales, jusqu'à atteindre les rivages nord-américains. D'autres évoquent la possibilité d'un ancien peuplement viking encore inconnu. Mais quelques sceptiques soulignent des zones d'ombre. L'homme qui a trouvé la pièce entretenait des relations qui auraient pu lui permettre d'acquérir un penny norrois par des moyens détournés. Il faut aussi rappeler que, durant la même période, de nombreux canulars liés aux Vikings circulaient. Pourtant, l'idée que des navigateurs nordiques aient exploré l'Amérique n'est pas née d'hier. Les sagas islandaises l'évoquent depuis longtemps. Ce n'est qu'à la suite de la mise au jour d'un site archéologique à Terre-Neuve que cette hypothèse commença à être prise au sérieux. Cela dit, cette découverte ne permet toujours pas d'attester l'authenticité de cette fameuse pièce. La ville texane de Rockwall est réputée pour sa scène musicale et son atmosphère conviviale, propice aux familles. Toutefois, elle tire son nom d'une étrange formation géologique encore nimbée de mystère. Sous le sol de cette ville s'étend un assemblage de roches dures, empilées de manière si régulière qu'elles évoquent une imposante muraille minérale. Depuis plus de 150 ans, cette structure énigmatique intrigue et alimente les spéculations. S'agit-il d'un vestige laissé par une civilisation ancienne, témoignage oublié de son savoir-faire? Ou bien est-ce qu'un phénomène naturel, patiemment façonné par les forces telluriques au fil des ères géologiques? Cette formation a été observée en plus d'une dizaine de lieux répartis autour de la ville, aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans leur quête de réponse, les chercheurs ont soumis les pierres formant cette prétendue muraille à divers examens scientifiques. Dès 1901, un géologue avait proposé que l'ensemble n'était qu'une digue de grès née d'un processus naturel. Les recherches menées depuis ont abondé dans ce sens, et des spécialistes de l'Université du Texas à Dallas ont confirmé que ces roches se sont lentement formées sur des millions d'années, à partir de dépôts sédimentaires qui se sont consolidés avec le temps. En dépit de ce consensus, certains persistent à croire que la formation de Rockwall dissimule un autre secret. Depuis des décennies, circulent des récits évoquant des marches, des voûtes, voire de véritables couloirs, appuyés par d'anciens articles de presse et par le folklore local. On affirme y avoir distingué d'étranges gravures, tandis que d'autres prétendent avoir découvert, enchâssés dans la roche, de mystérieux fragments métalliques. L'explication la plus rationnelle voudrait que ces escaliers et ces arches ne soient même que le fruit de fractures naturelles de la roche, générant des formes analogues. Quant aux objets métalliques mentionnés, il s'agirait, selon les scientifiques, de simples concentrations de minéraux riches en fer. Nulle preuve tangible d'une intervention humaine. Que la formation de Rockwall soit l'œuvre de mains anciennes ou une merveille de la géologie, elle demeure un élément emblématique du patrimoine et de l'identité de cette ville. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient 2 faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze,
personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenage épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclination constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances veillées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment,
Les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire, ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé.